Bonjour, Christine Boz, présidente du Club de la Presse. Nous sommes aujourd'hui au Conseil de l'Europe et plus précisément à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous rencontrons aujourd'hui M. Rik Daams. Vous êtes belge, flamand et vous êtes le président de cette assemblée. Exact. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre job? En fait, ça consiste en gérer, si vous voulez bien, les activités de l'Assemblée parlementaire, de gérer le contact que nous devons avoir avec le comité des ministres et avec la secrétaire générale du Conseil de l'Europe. Et si vous voulez aussi décider de l'agenda politique ensemble avec le comité présidentiel, qui est une réunion qui est composée des, si vous voulez, des présidents des groupes politiques qui sont présents dans notre Assemblée. Alors on peut peut-être resituer ça, c'est-à-dire le Conseil de l'Europe, c'est quoi? Le Conseil de l'Europe, en fait, c'est si vous voulez, c'est une organisation qui émet des standards concernant les droits humains, concernant les libertés fondamentales, concernant l'état de droit et concernant la démocratie. Et ce qui est particulier au Conseil de l'Europe, c'est que nous gérons tout ça sous, si vous voulez, sous la Convention européenne des droits humains, qui est un traité international qui lie 47 pays. Donc il y a des obligations dans cette convention qui doivent être suivies par les 47 pays. Et donc 47 pays, ça va effectivement de l'Atlantique à l'Oural? Écoute, les 47 pays, c'est d'abord les 27 de l'Union européenne et s'ajoutent le Royaume-Uni, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et beaucoup d'autres pays. 47, si vous voulez, l'Europe géographique. Alors, le job plus spécialement, donc, de président d'assemblée parlementaire, ça consiste en quoi alors? À faire vivre, finalement, toutes ces démocraties, ou presque démocraties, ensemble, et arriver à les faire converger vers des standards communs? Ce n'est pas une question de converger, parce que nous émettons des standards, c'est plutôt de faire une suivi ici dans nos 87 pays, on suit effectivement les standards. Quand il y a des élections, de les observer, ça c'est la question de la démocratie. De faire des rapports sur des situations actuelles, par exemple Navalny, c'est un exemple, et à côté de ça, passer des résolutions et des recommandations. En fait, des recommandations, c'est, si vous voulez, une proposition que nous faisons au comité des ministres, parce que c'est le comité des ministres qui élabore les conventions internationales. Et donc, le comité des ministres, c'est les représentants des différents États membres? En fait, c'est les 47 ministres des Affaires étrangères qui sont représentés par leur ambassadeur. Et c'est là que ensuite ça va se traduire de façon plus concrète dans les différents pays, c'est ça en fait? Effectivement, donc c'est le comité des ministres qui décide si on va travailler sur une convention. Alors il y a des comités ad hoc que vous avez qui le font. Ça c'est sous la gérance de la secrétaire générale. Prenons un exemple très concret, l'intelligence artificielle. Dans l'Assemblée, on a fait des rapports concernant l'intelligence artificielle, l'application sur les droits humains, sur l'état de droit, sur les risques de la vie privée. Nous mettons ça sur la table du comité des ministres. Le comité des ministres a décidé, créons un comité ad hoc, CAI, drôle de nom, mais enfin, c'est un comité qui, lui, élabore une convention liante, voire non liante, sur des standards concernant l'intelligence artificielle. Donc c'est un exemple très concret, d'ailleurs c'est dans les priorités de la présidence allemande d'aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment un bel exemple de comment nous travaillons ensemble avec un seul but, c'est d'avoir un impact positif sur la vie quotidienne de tous citoyens. En fait, nous représentons quand même plus de 800 millions de citoyens dans les 47 pays. Alors qu'est-ce que vous avez comme autre exemple à donner pour que les gens comprennent bien justement l'impact que ça a sur leur vie quotidienne? Parce que c'est peut-être ça qui est compliqué à comprendre. Écoutez, l'impact direct, c'est par exemple quand un gouvernement émet des mesures qui vont contre la vie privée. Alors la personne, chaque citoyen peut se tourner vers la Cour dans leur pays. Et si, à la fin de toutes ces procédures, le citoyen trouve qu'il n'a pas encore eu raison, il peut se tourner vers la Cour à Strasbourg, la Cour des droits humains à Strasbourg, qui peut juger sur l'affaire. Donc il y a un vrai impact sur la vie quotidienne. Alors vous dites droit humain et plus droit de l'homme. Ah oui, bon, pourquoi c'est peut-être un petit tic belge, mais pour moi, homme, c'est pas humain. Donc je trouve effectivement qu'il faut changer ce nom, mais ça, je le dis déjà depuis longtemps. Donc droit de l'homme, non, c'est le droit de l'homme et de la femme, et encore plus, et donc c'est droit humain. Et donc si jamais tous ceux qui m'entendent maintenant puissent m'aider à le faire, ce serait bien. C'est les droits humains. Alors, vous avez réussi un petit tour de force. Votre assemblée s'est arrêtée de fonctionner en présentiel, comme on dit.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réunion de l'Assemblée parlementaire depuis la fin du mois de janvier dernier. Et là, ce mois de janvier, vous avez réuni une partie des parlementaires, environ 80, 90, sur un peu plus de 300. Comment vous avez fait ça et pour quelles raisons c'était important de faire venir ces parlementaires physiquement, en sachant que certains venaient de Russie, d'Ukraine, de Turquie, comme vous l'avez expliqué? Ce qui est très important pour les parlementaires, c'est de pouvoir se voir concrètement, physiquement. C'est là où interviennent les discussions, la diplomatie parlementaire, c'est là où se forgent, si vous voulez, les accords et les points communs. Et effectivement, l'année 2020 a été une année, si vous voulez, perdue sur ce point-là. Donc nous avons effectivement eu notre première séance plénière en janvier, qui était la première séance plénière depuis un an. Et nous trouvions que c'était important d'essayer de rassembler le plus de possible de collègues parlementaires, avec certaines restrictions évidemment, pour justement que le travail parlementaire, qui est de se voir, de se parler, d'essayer de convaincre le collègue ou être convaincu par le collègue, c'est essentiel pour le travail parlementaire. D'ailleurs, on le fait dans les parlements nationaux. On a des sessions dites hybrides où il y a une partie des gens sont présents, d'autres sont connectés à distance. On a tout simplement fait pareil avec un élément supplémentaire, c'est que du point de vue organisationnel et sanitaire, ça nous a coûté une préparation de plusieurs mois. Mais je trouvais ça, par principe, très très important. Et voilà, on a eu de la chance, entre guillemets, que tout s'est passé très très bien. On a eu plus de 300 personnes qui ont été testées. Personnes positives, c'est déjà bien. Comme vous l'avez dit, on avait plus de 80 collègues parlementaires qui étaient présents. Les autres étaient effectivement connectés à distance. On a eu du vote, par exemple, les votes sur les personnalités. Donc, notre propre secrétaire général, la première femme secrétaire générale de l'Assemblée. Écoutez, il y a plus de 90% de membres qui ont participé. Donc, en tout, c'était un grand succès, aussi sur la substance. On a traité quand même de sujets très importants, l'état de droit, l'affaire Navalny, et d'autres. On a eu M. Tedros, le directeur général de l'OMS, qui était avec nous. Et vous avez parlé de vaccins aussi, par exemple? On a parlé des vaccins, effectivement, et donc la position de l'Assemblée est très claire. Il faut que tout le monde soit vacciné, parce que tant que tout le monde ne soit pas vacciné, il n'y a personne qui est à l'abri. Il y a un autre élément, l'élément d'égalité. C'est pas parce qu'on est fort, ou riche, ou jeune, ou moins jeune, si je puis dire, tout le monde doit être vacciné. Donc c'est une question vraiment d'égalité en face si vous voulez, les conditions sanitaires que nous devons avoir tous et toutes. Et donc ça a été fructueux, cette session hybride, pas de cluster? A priori, assurément, il n'y a pas eu de cluster, je veux dire, suite à l'organisation de cette session? Non, il n'y a pas de, comme on dit en anglais, il n'y a pas eu de bottleneck. Dans les tests, parfois, il fallait attendre un tout petit peu, mais d'emblée, j'avais dit, bien que le règlement ne prévoyait pas, j'ai dit, écoutez, pas de test, vous n'entrez pas, ça a été apprécié, et ça a donné quand même un certain confort à tous les membres, bien qu'ils devaient garder les masques. Bon, nous avons un peu de distance, donc là c'est bien, mais ils devaient garder les masques et tout ça, ils avaient leur gel, ils avaient des tests. Donc voilà, tout était bien organisé sur ce point-là. Donc chapeau d'ailleurs à toute mon équipe qui a fait de sorte que c'était bien organisé. Aussi du point de vue logistique. Les gens avaient à boire et à manger, c'est important. Et donc ça va être réédité à la session de printemps? Oui, comme on le voit maintenant, ça dépend évidemment un peu des conditions dans les pays, surtout en France. Mais si les conditions sont semblables, en effet, on va continuer à avoir une session que moi j'appelle plutôt en présentiel, avec une option de se connecter à distance. Bon, il y a des gens qui appellent ça hybride, moi je n'appelle pas ça hybride, c'est en présentiel, voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit signal que vous donnez à vos collègues du Parlement européen qui ne sont pas venus siéger à Strasbourg depuis le mois de mars de l'année dernière? C'est pas un petit signal, c'est un signal. Grand silence. Alors justement, en tant que Belge, alors vous venez ici toutes les semaines. Vous êtes fidèle à Strasbourg. Je crois que vous avez même passé une partie du confinement à Strasbourg l'année dernière, m'avez-vous dit. Qu'est-ce que vous pensez de ce fonctionnement, du coup, de cet arrêt de fonctionnement du Parlement européen, des sessions plénières à Strasbourg? Écoutez, je suis fidèle au Conseil de l'Europe et à mon Assemblée. Et le siège de l'Assemblée, c'est Strasbourg. Donc, par conséquent, je suis fidèle à la ville qui est notre hôte. Il y a des accords qui ont été passés concernant le Parlement européen. Donc, eux, ils ont deux sièges. Ils ont Bruxelles, ils ont Strasbourg. Moi, je dis toujours, en latin, c'est pacta sunt servanda. Quand on fait un accord, on l'exécute.
Donc oui, quelque part, on a donné preuve qu'il est parfaitement possible de se réunir venant de 47 pays à Strasbourg. N'oubliez pas que sur Bruxelles, les collègues parlementaires ils viennent quand même de 27 pays, moi, hein, pour la Belgique, les Belges sont là, donc on vient aussi de tout azimut. Donc je dirais à première vue que, en ce qui me concerne, ce serait bien qu'effectivement ils puissent se réunir ici, mais ça, c'est une question à décider par mon collègue Sassoli. Il y a une différence, ça c'est vrai, il y a tout un staff que nous avons ici, qui de est sur fonctionnaires, place. voilà, qui n'est pas sur place. Voilà, et pour ce qui est le Parlement européen, ben, il y a tout le staff, plus de 1000 ou de 1500 personnes qui doivent faire un déplacement aussi. C'est quand même une différence. Mais bon, ça, pas à moi de juger, mais si la question est, est-ce